Préconition. Il était encore tôt ce matin, le café du coin venait juste d'ouvrir. Le temps était doux, John s'installa à une table en terrasse. Une jeune serveuse empressée se dirigea alors vers lui. « Bonjour monsieur » l'aborda-t-elle à la volée, « qu'est-ce que je vous sers ?»« Je vais vous prendre un cappuccino » lui répondit-il, « ainsi qu'une part de tarte aux myrtilles, s'il vous plaît. » La serveuse leva un sourcil surprise. Puis elle se tourna vers l'ardoise vierge que sa collègue s'apprêtait à remplir. « Nous n'avons pas encore affiché quelle était la tarte du jour ?» s'étonna-t-elle. « Comment un magicien ne révèle jamais ses secrets ?» lui dit-il précipitamment, avec un sourire crispé. John Andersen était ce que l'on appelle un précognitif, ou plus simplement un précog. Il percevait son environnement avec une légère avance, de quelques secondes à quelques minutes tout au plus. Il n'était pour autant pas devin, incapable de visualiser des événements lointains en termes de temps et de distance. Mais il vivait comme en décalage constant. Il voyait les choses se passer avant qu'elles ne se passent réellement sous ses yeux. Il entendait ce qu'on allait lui dire avant qu'on ne le lui dise. Il n'était pas le seul, mais les gens dans son cas restaient rares, encore plus ceux, comme lui, en liberté. En effet, la plupart des précogs étaient traqués et capturés à des fins militaires. Ils représentaient un avantage stratégique majeur. Mais leur sort n'était pas plus enviable que celui du bétail. Enfermés dans des laboratoires, privés de leurs droits humains les plus fondamentaux, ils étaient considérés comme des vaches à lait. Sauf qu'en lieu et place du fameux lait bovin, c'est leur liquide cérébrospinal qui était convoité. Tel était le destin des précogs détenus par l'armée, être ponctionnés jusqu'à leur mort afin de créer un sérum destiné aux soldats d'élite. Ces derniers, après avoir reçu une injection de ce précieux élixir, obtenaient pour plusieurs heures les mêmes capacités prémonitoires. Pouvant ainsi anticiper toute décision, tout mouvement de l'ennemi, ces troupes sous sérum devenaient virtuellement intouchables, invincibles, inarrêtables. Partout dans le monde, posséder, car c'était bien le mot, le plus grand nombre de précogs était signe d'une supériorité indubitable. Une fois l'information rendue publique, beaucoup parmi les civils furent indignés, du moins au début. Mais la propagande fit le reste. Les précogs étaient trop puissants, ingérables. Souvent atteints de psychopathie ou de sociopathie, ils représentaient un danger si on ne les maintenait pas sous contrôle. Les circonstances l'exigeaient, c'était un mal nécessaire. Plongés dans un coma artificiel, ils ne ressentaient rien, n'avaient plus aucune activité cérébrale dite complexe. Ainsi, ils ne souffraient pas et leur tendance criminelle naturelle était endormie. Ils étaient enfin utiles à la société. Ils sauvaient des vies au lieu d'en prendre, permettaient d'apporter la liberté aux autres peuples. Donc c'était moral. En outre, ils étaient si peu nombreux. L'intérêt général primait, alors on laissa faire. Après tout, quelle importance dans ces conditions? Aussi John faisait-il profil bas depuis toujours, à quelques petits écarts près, comme ce matin. Excès de confiance, manque de vigilance, se dit-il en son fort intérieur. Reprends-toi, Johnny, ce serait trop con de te faire griller maintenant, après toutes ces années de prudence. Ayant fini son cappuccino et sa part de tarte, il se leva et se dirigea d'un pas vif vers la serveuse. Tandis qu'il rattrapait sur son plateau un verre qu'elle allait renverser et qui lui donnait un pourboire pour justifier son action, il vit une femme le fixer de l'autre côté de la terrasse. La trentaine, cheveux bruns coupés au carré, visage anguleux, yeux noirs perçants. Son regard le pénétrait. Mal à l'aise, il s'éloigna rapidement. Remontant la rue en jetant des coups d'œil furtifs derrière lui, il arriva finalement à la galerie d'art où il exposait ses œuvres. Depuis sa plus tendre enfance, John adorait peindre. En faire son métier était un rêve devenu réalité. Lorsqu'il promenait son pinceau sur la toile, il avait un peu l'impression d'être quelqu'un de normal. Tout bon artiste, pensait-il, sait pertinemment ce que le moindre de ses gestes va donner. Il anticipe chaque coup de pinceau, chaque nuance de couleur. C'est une danse, un ballet dont la chorégraphie est soigneusement préparée au son d'une silencieuse symphonie. Même sans le moindre pouvoir de précognition, le peintre visualise déjà le résultat final. Le tableau est dans sa tête avant tout, il ne se matérialise qu'après de longues heures de travail. La femme du café était là, sa présence mit soudain fin à l'introspection solitaire de John. Il l'avait bien évidemment vue entrer et reconnue avant même de se retourner. Difficile de la rater malgré sa taille modeste et sa silhouette gracile, il n'y avait personne d'autre que deux dans la galerie. Elle ne sembla cependant pas lui prêter attention. Elle se contentait d'aller et venir nonchalamment de toiles en toiles. Pourtant, John ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose d'étrange à son sujet. Elle contemplait avec grand intérêt chaque tableau tout en gardant un air impassible. Mais plus il observait, plus ses mouvements paraissaient erratiques, comme si elle sentait son regard et cherchait à y échapper. Bizarre.
Il cessa de s'en occuper et se figea soudain devant sa toute dernière œuvre. Il n'en était pas entièrement satisfait, il n'avait pas réussi à donner des traits précis au visage de ses protagonistes. Cela restait néanmoins en accord avec son style artistique. Sa façon de peindre laissait toujours une impression de léger flou, et il représentait très rarement des individus vus de près. C'étaient plutôt des événements à plus grande échelle. Généralement des catastrophes par ailleurs, des attentats et autres horreurs. Il ne savait pas vraiment d'où venait son inspiration, mais il qualifiait lui-même son art de réalisme pessimiste. John vit la femme se placer à côté de lui, main dans le dos, immobile. Elle se plaça à côté de lui, main dans le dos, immobile. « Je l'aime bien, moi, ce tableau, lui dit-elle, bien qu'il diffère quelque peu du reste de vos toiles. »« Je vous demande pardon, rétorqua-t-il. »« Il ne faut pas tant vous en faire, monsieur Andersen, poursuivit-elle. Le manque de précision dans les visages ne gêne pas le moins du monde. » Elle ne le regardait pas. Ses yeux noirs étaient rivés sur la peinture face à eux. Du coin de l'œil, John se rendit alors compte qu'elle ne lui parlait pas véritablement. Sa bouche aux lèvres fines demeurait close. Il entendait sa voix directement dans sa tête. Chaque mot ne résonnait qu'une seule fois, sans écho ni décalage. Il écarquilla les yeux de terreur. « Vous êtes une télépathe, oui ?» l'interrompit-elle. « J'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour être vrai. »« Je suis dans le coma, c'est ça ?» balbutia John plein d'effroi. « Emprisonné dans un centre de ponction ? Et vous avez pénétré mon esprit pour... » « Ne soyez pas ridicule, monsieur Anderson, » le coupa-t-elle à nouveau. « Nous ne sommes pas dans un mauvais film. » Elle enchaîna. « Je travaille pour le SRP, le service de recrutement des précognitifs. »« Recrutement ?» répéta-t-il d'un ton amer. « Quelle bonne blague !» Les derniers précognitifs libres dissimulés au sein de la population sont de plus en plus difficiles à débusquer avec les méthodes traditionnelles, comme vous pouvez aisément l'imaginer. C'est pourquoi une unité télépathique de détection a été mise en place et déployée sur tout le territoire, lui expliqua-t-elle. Unité que j'ai l'honneur de diriger. Félicitations pour cette promotion, dit John avec ironie. Vous avez enfin pu quitter vos salles d'interrogatoire sordides. Un silence. Indéniablement, les télépathes étaient mieux lotis que les précogs. Néanmoins, une fois identifiés, ils n'en étaient pas moins soumis à une réglementation très stricte, réduisant leur liberté à néant. Entre autres, ils avaient l'obligation auprès des autorités compétentes d'être fichés et localisables à tout instant. Leurs dons devenaient en outre propriété de l'État. Simples outils assimilables à des machines récupératrices d'informations, les télépathes avaient alors ordre de se mettre à la disposition de la police et de l'armée. Telle était la loi, là encore sous couvert d'une propagande aussi agressive qu'efficace. Certains même, parmi les meilleurs, étaient secrètement recrutés par les services gouvernementaux de renseignement pour jouer les espions, contre-espions et autres agents infiltrés. Bref, partout où leur talent était requis, ils se devaient officiellement de répondre présent. Mais dans les faits, afin d'éviter tout refus d'obtempérer ou quelconque trahison, les télépathes subissaient avant toute chose un lavage de cerveau en bonne et due forme. Ainsi s'assurait-on, dès leur statut établi, de leur pleine et entière collaboration. John déglutit avec peine. La télépathe sourit et reprit. « Voyez-vous, cela fait déjà un moment que nous vous avons repéré et que nous vous observons, que je scanne vos pensées. Je n'ai pas fait preuve de discrétion aujourd'hui seulement parce que je savais que nous allions vous appréhender. »« Pourquoi attendre ?» demanda John. « Dans quel but ?» « Disons que je me suis intéressée à votre fibre artistique, rétorqua-t-elle. Elle a du potentiel. »« Que voulez-vous dire ? Vous ne savez vraiment pas d'où vient votre inspiration, monsieur Andersen ?» interrogea la télépathe. « hésita-t-il, je ne comprends pas votre question. » Il suait à grosses gouttes. Tandis qu'il tournait son regard vers la sortie, la femme retint un imperceptible rire de dédain. « Oubliez cette idée, vous ne pouvez pas vous échapper. Le bâtiment est cerné et des sérosoldats surveillent chaque issue. » Ses propos sifflaient, comme prononcés par un serpent menaçant en serrant le cerveau de John. Il tressaillit. La télépathe se dirigea d'un pas décidé vers un tableau qu'elle pointa du doigt. « Prenons cette toile, monsieur Andersen. Je sais que vous l'avez peinte il y a 3 mois. » John ne bougea pas. Seuls ses yeux se braquèrent vers le tableau que la femme indiquait. L'œuvre représentait les restes calcinés d'un avion s'étant écrasé sur le flanc d'une montagne. 2 semaines plus tard, continua la télépathe, un jet privé du même modèle, appartenant à un haut dignitaire, disparaissait sans laisser de traces. Ce qu'il en restait a été retrouvé il y a 1 mois dans les Rocheuses. L'affaire a été étouffée. John ne bougeait toujours pas.
La femme montra une autre toile. « Vous avez peint ce bidonville en feu il y a 2 mois, monsieur Andersen. 3 semaines plus tard, un camp de réfugiés clandestins, en tout point identique, partait mystérieusement en fumée. Sans faire de vagues, cela va sans dire. » Tel un chef d'orchestre qui fait le tour de ses musiciens, elle désignait un à un les tableaux de la galerie. Le naufrage d'un croiseur caché au public, des terroristes abattus en secret, une opération commando à l'étranger non médiatisée. Tous se sont réalisés a posteriori, tous ont été dissimulés à nos concitoyens. Et vous les avez peints. Un autre silence. John était abasourdi. Elle le regarda droit dans les yeux et ajouta droit dans son crâne d'un air enthousiaste. « Vous comprenez ce que cela implique, monsieur Andersen ?» John sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pris d'un vertige, ses jambes le trahirent et il s'effondra par terre. Il avait l'impression que ses méninges allaient s'embraser. Tandis que tous ses sens se troublaient, la télépathe claqua des doigts de manière sonore. Il n'entendit qu'un écho sourd, accompagné de bruits de pas étouffés. 2 soldats armés arrivèrent alors à son niveau, puis le saisirent par les bras pour le relever de force. Une aiguille s'enfonça dans son cou. La femme clama à haute voix. « Réjouissez-vous, monsieur Andersen, vous êtes unique parmi les précognitifs. Vous allez avoir droit à un traitement en conséquence. » John, à demi conscient, l'entendait comme à travers du coton. « Nous avons de grands projets pour vous. » Elle fit un signe de tête aux soldats qui emmenèrent John, dont les pieds raclaient le parquet, hors du bâtiment. S'apprêtant à les suivre, elle s'arrêta encore quelques instants devant la dernière œuvre de l'artiste. La peinture représentait un homme traîné dans un large couloir par 2 militaires portant des armes, le tout sous le regard stoïque d'une femme mince aux cheveux sombres coupés au carré. « Il faut croire que nul ne peut échapper à son destin, » songea la télépathe, « pas même en le connaissant à l'avance. »